Quand on arrive au Pérou par sa capitale, la première impression est d'abord un peu triste. Pendant les mois d'hiver, de mai à octobre, Lima est recouverte d'un épais manteau de nuages, la Guara. La place d'Armes est le cœur historique de la ville. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis une dizaine d'années, la municipalité de Lima s'est engagée dans un programme de restauration des moucharabiés, ces balcons de bois sculptés dont l'origine remonte à la conquête espagnole. À l'est de la place d'Armes, la cathédrale. Elle a été entièrement reconstruite après le tremblement de terre qui détruisit Lima en 1746. Dans le chœur de belles stalles sculptées au XVIIe siècle dans le bois de coca. Au long de la nef, des chapelles marquées par le churrigueresque, ce style baroque espagnol qui date du début du XVIIIe siècle. Au sol, le signe de la paix. Nous sommes pourtant dans la chapelle dédiée au conquistador espagnol Fernando Pizarro. C'est à la tête d'une armée de quelques centaines d'hommes que Pizarro a conquis l'Empire Inca au début du XVIe siècle. La chapelle de la cathédrale abrite la sépulture du conquistador. Nous sommes de retour sur la place d'Armes, avec en son centre une fontaine de bronze de 1650. Dans la rue, des camions militaires, car la place d'Armes borde le palais du gouvernement. À côté de la cathédrale, le palais de l'archevêché, avec ses beaux moucharabiés. Le palais du marquis de Torre Tagle. Il a été construit en 1735 et il abrite aujourd'hui le ministère des Relations extérieures. En parvenant devant l'église de San Francisco, nous sommes tombés sur une manifestation d'infirmières. À
gauche, l'église de la Soledad. Au centre, l'entrée du monastère de San Francisco. Les infirmières s'excusent de déranger, mais elles ne gagnent que 150 $ par mois. Construite en 1674, l'église de San Francisco est une des rares constructions de Lima à avoir survécu au tremblement de terre de 1746. Jouxtant l'église, le cloître du monastère. La bibliothèque renferme 25 000 ouvrages anciens. Au-dessus de l'escalier, la moitié d'orange, un plafond sculpté de 1625. Les murs du cloître ont conservé de beaux azuleros sévillants. Nous traversons la salle du chapitre, ornée des portraits des archevêques de Lima, pour parvenir aux catacombes. On estime à 70 000 personnes le nombre de Liméniens qui y furent enterrés avant l'ouverture du cimetière principal en 1808. Le musée Larco Herrera sera notre premier contact avec les cultures préhispaniques du Pérou. Cette tenue était celle d'une momie dont un masque d'or recouvrait le visage. Ce tissu est de la période Chimú, entre le XIVe et le XVIe siècle. À l'époque inca, ces cordelettes nouées, les quipus, servaient à la comptabilité. Ils étaient peut-être une forme d'écriture. Le musée possède la plus grande collection au monde de poteries précolombiennes, comme ces pièces de la civilisation mochica. Ce jaguar, animal sacré, est incrusté de nacre. Changement de style avec ces récipients dont les motifs sont caractéristiques de la civilisation Nazca. Cette statue m'a rappelé celle du Tintin et l'oreille cassée de mon enfance. On passe d'une civilisation à l'autre, ces poteries sont incas. Chavin, Paracas, Nazca, Moche, Tiwanaku, Wari, Chimú,
autant de civilisations qui se sont succédées au Pérou avant même l'Empire Inca, avec lesquelles nous ferons connaissance au cours du voyage. Les dernières salles du musée sont consacrées à l'or et aux bijoux dans les civilisations du Pérou antique. Ces parements d'oreilles, décorés de turquoise et de lapis-lazuli, remontent à la période Mochica. Nous quittons les ors du musée Larco Herrera pour une promenade le long du Pacifique dans le quartier de Barranco. Après avoir pris l'avion entre Lima et Chiclayo, nous nous dirigeons vers le site de Sipan. À l'entrée du site, un modeste musée va nous aider à comprendre ce qu'était Sipan à l'époque Mochica. Sur ce dessin, l'artiste a représenté les pyramides de Sipan et leur rampe d'accès. Les pyramides de Sipan ont été datées du milieu de l'ère Mochica, c'est-à-dire aux alentours de 300 après Jésus-Christ. Ces immenses pyramides, qu'on appelle huacas, étaient construites de millions de briques de terre, puis revêtues d'un simple parement. Cette brique porte encore la marque de celui qui l'avait fabriquée, l'empreinte des 5 doigts de sa main droite. C'est à partir de 1987 que l'archéologue péruvien Walter Alva a entrepris les fouilles de Sipan. Il y a découvert 12 tombes royales. Elles avaient été miraculeusement préservées des huaqueros, les pilleurs de tombes.
Aujourd'hui, le contenu est à l'abri dans les musées et sur le site sont présentées des reconstitutions. Nous sommes dans la tombe la plus fastueuse, celle d'un prêtre surnommé le Seigneur des Sipanes. Le petit musée présente la façon dont les offrandes étaient agencées en couches successives. Autour du Seigneur reposaient les corps de 2 femmes, de gardiens, d'un enfant, de 2 lamas et d'un chien. Des sépultures plus modestes ont été mises à jour, comme celle de ce prêtre. En 1990, on découvrit la tombe du vieux Seigneur, 5 niveaux en contrebas de celle du jeune Seigneur et antérieure de 300 ans. Avec le gardien du site et Segundo, notre guide, nous examinons une des plus récentes découvertes qui partira bientôt vers le musée. Après, dans le laboratoire, ils pourront faire la reconstitution. Y este personaje también en las 2 manos llevaba conchas marinas. Ils ont porté le coquillage, le spondylos en général. Tenemos cerámica. La cerámica. Sí, está fragmentado, representado así, así un animal, ¿no? Pequeño en miniatura. C'est le seul, oui, sûr, c'est le seul animal avec un miniature et avec un collier de ceinture. Ah, ouais. Creusé complètement. Les trésors de Sipane sont dans un magnifique musée en forme de waka, mais on ne peut les filmer. Nous restons dans la civilisation mochica, mais un peu plus au nord, à Tokoumé. À l'entrée, un petit musée présente une reconstitution du site. La pyramide principale, au premier plan, la Waka Larga, était longue de 700 mètres. Dans la faible lumière de fin d'après-midi, il est difficile de distinguer, du haut du mirador, dans ces vestiges d'adobe, les 26 pyramides, les citadelles fortifiées et les palais qui encadraient la Waka Larga et les lieux de cérémonie. Tal vez te hablaré de ella, de ese fuego que ardió, de su piel, de tu piel, del amor volcán. Nous ne sommes plus au bord du Pacifique, mais sur les rives d'un lac de barrage. Nous montons vers les hauts plateaux du Nord en direction de Caramarca. Tal vez te hablaré de ella, que nunca me oirá. Dans la vallée, les rizières se succèdent, un peu inattendu pour moi dans cette région du monde. Tal vez te hablaré de ella. La petite ville de Chilete est une étape tranquille. Le climat est agréable. C'est l'occasion d'un salut à ces policiers débonnaires. Les rizières sont maintenant derrière nous. La route s'élève progressivement vers Caramarca. Les ânes servent encore à battre la paille. Les costumes sont ceux des paysans du Nord. Nous
sommes au sommet de la colline de Santa Apollonia, à 2800 mètres d'altitude. Le cœur de la ville est la place d'Armes. Avec ses 120 000 habitants, Caramarca est la plus importante des villes du Nord. Elle est aussi, historiquement, la ville symbole de la conquête espagnole. Caramarca sera l'une des étapes les plus agréables du voyage. Le climat y est doux, l'accueil est chaleureux et tranquille, les touristes sont rares. De part et d'autre de la place d'Armes, la cathédrale et l'église San Francisco. San Francisco est un bel exemple d'église coloniale espagnole. Elle a été construite au XVIIe siècle. C'est à Caramarca que, sous prétexte de l'inviter à discuter, Pizarro fit prisonnier l'Inca Atahualpa. Pour obtenir sa libération, Atahualpa proposa à Pizarro de faire remplir le bâtiment dans lequel il était retenu, 1 fois d'or et 2 fois d'argent, jusqu'à hauteur de son bras levé. Bien sûr, Pizarro accepta l'offre d'Atahualpa. Et de tout le pays, les Incas apportèrent des bijoux qui furent fondus en lingots d'or et d'argent. Bien que la rançon ait été versée, Atahualpa fut jugé, puis exécuté le 29 août 1533. Il ne restait plus à Pizarro qu'à finir sa conquête de l'Empire Inca. Au marché, j'ai trouvé la bouchère un peu inquiétante. Les céréales sont variées, avec celles que j'ai pu reconnaître, le riz, le soja, la quinoa. Nous retrouvons les chapeaux typiques du Nord Pérou. C'est dans la région de Caramarca qu'on produit les meilleurs fromages. Toutes ces variétés de pommes de terre sont là pour nous rappeler que ce tubercule nous est venu du Pérou. À quelques pas du marché, l'église de Belén est restée sans clocher. Comme beaucoup d'autres, elle a été laissée en plan, une manière de protester contre l'impôt espagnol qui frappait les églises une fois achevées. Les piliers et les murs de la nef sont tapissés de rombos, ces décorations en forme de losange. La couronne de la voûte est soutenue par 8 chérubins géants qui m'ont semblé faire les cornes aux fidèles. Avant de quitter l'église de Belén, j'avoue une sympathie particulière pour ce Christ qui a l'air bien embêté. Connaissez-vous la thérapie du hamac? Ce lieu de paix, ce sont les bains de l'Inca, une source thermale où l'eau jaillit naturellement chaude de la terre. Au sortir de la source, la température peut atteindre 89 degrés. L'eau de la piscine est maintenue à la température plus raisonnable de 38 degrés.
l'eau parcourt l'hôtel Laguna Seca. Chaque chambre se transforme en centre de thermes, y compris la mienne, évidemment. Nous sommes à 8 km à l'est de Caramarca, sur le site des Ventanillas de Otuzco. Les Ventanillas, ce sont ces cavités creusées dans une roche volcanique. Ces niches avaient un usage funéraire. Elles ont été creusées vers 500 avant Jésus-Christ. Les ventanillas sont soumises à la météorisation de la pierre. C'est un phénomène d'érosion contre lequel les archéologues s'associent aux géologues pour lutter contre la dégradation du monument. De Caramarca, nous redescendons vers la côte pacifique à travers les beaux paysages du Nord Pérou. Au cours d'un voyage, on visite parfois des sites dont l'intérêt est plus mineur. C'était le cas à San José de Moro, avec ses vestiges de la période Mochica. À l'entrée du site, un petit musée abrite la reconstitution d'une tombe. On retrouve l'océan Pacifique à Pacasmayo, une station balnéaire entre Chiclayo et Trujillo. À Trujillo, notre première visite sera pour la Huaca del Dragón. Elle est aussi nommée la Huaca de l'arc-en-ciel pour les frises qui la décorent. Le temple a été restauré. Il date des périodes Huari à Chimu, c'est-à-dire de 1000 à 1470 après Jésus-Christ. Sur les frises, on observe les dragons, auxquels la Huaca doit son nom.
pavés de la place d'Armes de Trujillo brillent sous la pluie. Ici aussi, les infirmières manifestent au pied de la Statue de la Liberté. Trujillo a été fondé en 1532 par les Espagnols, qui lui ont donné le nom de la ville natale de Pizarro. De la période espagnole, la ville a gardé de beaux palais. Avec ses 850 000 habitants, elle est aujourd'hui la deuxième ville du Pérou. La Casa Orbegoso est un bel exemple de demeure coloniale. Nous quittons Trujillo pour découvrir, à quelques kilomètres, la Huaca de la Luna. La pyramide de la Lune avait une fonction religieuse. C'est le seul site où l'on puisse découvrir les moulures peintes des murs des Huacas. Les murs sont décorés de figures géométriques et de fresques portant l'effigie du dieu Mochica, Ayapaec. Se durmió la noche en el caminito ciego. Cuando despertó se vio la luz del día entero. À quelques centaines de mètres s'étendait le centre politique, la pyramide du Soleil. C'était la plus grande construction du monde occidental. Sa taille était réduite des 2/3 par l'érosion. Les fouilles de la pyramide de la Lune n'ont vraiment commencé qu'en 1990. Elles sont toujours en cours aujourd'hui, dévoilant progressivement les différents niveaux de la structure. Soy amiga de las aves y del árbol bueno, porque reina la tormenta cuando estoy serena. Soy amiga de los niños y del pordiosero, porque noche, día y muerte para el ángel. La pyramide comptait 7 niveaux, chacun ayant appartenu à un prêtre souverain. À la mort du prêtre, on l'enterrait à l'intérieur de la Huaca et un nouvel étage était construit, recouvrant entièrement l'ancien. 7 prêtres se seraient succédés sur une période d'environ 200 ans. Les 2 niveaux les plus anciens n'ont été dégagés qu'en 2004. El amor, la flama, comuniones y secretos, cuando despertó la fuente que inunda el recuerdo. Quiero que me quieras, aunque el mundo muere. Retour sur le Pacifique, à Huanchaco, port de pêche et station de surf. Huanchaco est célèbre pour ses caballitos de Totora, littéralement les petits chevaux de roseau avec lesquels les pêcheurs surfent les vagues de l'océan. Ces bateaux de roseau sont si anciens qu'on les voit représentés sur des poteries précolombiennes.
quitte maintenant la côte pacifique pour monter vers les Andes, c'est la région de Cusco. Nous sommes à 3760 mètres d'altitude, à Chinchero, où se tient le marché artisanal. Les zones découvertes du marché sont consacrées au tissu et à l'artisanat. Dans les zones couvertes se tient le marché aux légumes. Dans ces fûts, la chicha, une boisson peu alcoolisée, préparée avec des grains de maïs et du miel, que l'on consomme abondamment sur le marché. Sur la place, des groupes de musique se succèdent à l'occasion d'une fête locale. À quelques pas du marché, nous allons découvrir les différentes étapes de la fabrication des tissus traditionnels. Tout d'abord, il s'agit de filer la laine sur cette bobine qui tourne comme une toupie. On voit fréquemment les femmes filer la laine en marchant. On alimente le feu sous les récipients dans lesquels la laine sera teintée. Ainsi, c'est de la cochenille, un parasite du cactus, que l'on obtient la couleur rouge. Pour préparer la trame, on s'envoie de part et d'autre des écheveaux de laine de couleur. Pour finir d'obtenir ces tissus, il aura fallu tisser la toile. Le travail se fait à la main. Le site de Cusco s'étend au milieu des montagnes, à 3300 mètres d'altitude. Au cœur de la ville, la place d'Armes. Elle est bordée par l'église de la Compagnie de Jésus et par la cathédrale.
Au début de la visite de Cusco, mieux vaut flâner d'un pas tranquille. L'organisme doit encore s'habituer à l'altitude. La cathédrale a été bâtie au XVIIe siècle, sur le site même du palais de l'Inca Viracocha. Les pierres qui ont servi à la construction proviennent de la forteresse Inca de Sacsayhuaman, dont les vestiges dominent encore Cusco. La cathédrale est bordée de deux églises. L'une, qui lui est antérieure, le Triomphe, a été construite au XVIe siècle. La seconde, l'église de Jésus et Marie, a achevé l'ensemble religieux au XVIIIe siècle. À la découverte de Cusco, c'est une alternance de constructions espagnoles, comme l'église de Santa Catalina, et de fortifications inca, comme dans la rue Loreto. Mais le plus bel exemple de cette imbrication, c'est la Coricancha. Les monuments religieux espagnols ont été bâtis sur les vestiges mêmes de ce qui fut le cœur de l'Empire Inca, le Palais d'Or et le Temple du Soleil. Ce mur incurvé appartenait au Temple du Soleil, fondé par le premier Inca Manco Cápac. Les Espagnols y ont construit l'église de Santo Domingo. Dans l'église, de part et d'autre de la cour, s'élèvent les vestiges des temples incas. À l'époque inca, les pierres n'apparaissaient pas. Dans le temple de la foudre, comme dans les autres constructions, elles étaient couvertes de feuilles d'or. En dépit des tremblements de terre, les fenêtres ont conservé leur parfait alignement. Face au temple de la foudre se dressait le temple de la lune. Nous quittons la Coricancha en remontant la rue Loreto. On parvient jusqu'au palais de l'Almirante qui abrite le musée Inca. Les collections du musée sont passionnantes, elles éclairent sur la vie des Incas, mais on ne peut les filmer. Dans la cour du musée, des femmes quechua viennent tisser et vendre leurs textiles. Nous allons regagner la place d'Armes, à gauche la cathédrale, à droite l'église de la Compagnie de Jésus. C'est sur le palais de l'Inca Huayna Cápac que les jésuites bâtirent leur église. Le premier temple fut détruit par un tremblement de terre. La construction actuelle date de 1671. Mon hôtel avait l'avantage d'être à quelques dizaines de mètres de la place d'Armes. Un drapeau arc-en-ciel, symbole de Cusco, flotte sur le musée d'art contemporain.
La cour mauresque du cloître de la Merced passe pour être l'une des plus belles du Pérou. Nous poursuivons notre visite à travers Cusco. Le musée de l'archevêché a été construit sur les fondations du palais Inca de Hatun Rumiyuq. La maçonnerie Inca est plus large à la base qu'au sommet et elle emploie des pierres plus petites à mesure que le mur s'élève. L'assemblage se fait sans mortier, les pierres sont taillées puis polies pour s'emboîter parfaitement, comme cette fameuse pierre aux 12 angles. Parfois, les murs prennent l'allure de puzzles créés par des maçons facétieux. Les protubérances sur les pierres semblent avoir servi à leur transport et à leur mise en place. Sur la place des Nazaréens, le couvent du même nom est devenu une annexe d'hôtel, mais il a conservé son porche inca colonial à motif de sirène. Progressivement, les rues s'élèvent vers le quartier de San Blas, réputé pour ses boutiques et ses galeries. La petite place qui jouxte l'église San Blas est une des plus charmantes de Cusco. Les ruelles de San Blas continuent de s'élever vers les hauteurs de la ville, jusque dans les faubourgs. Au sommet, comme une récompense, on parvient à la formidable forteresse inca de Sacsayhuaman. En découvrant Sacsayhuaman, les Espagnols y virent l'œuvre du démon. Il n'était pas concevable qu'une telle construction fût humaine. Aujourd'hui, on s'interroge encore sur les moyens qu'utilisaient les Incas pour transporter et assembler ces blocs, dont certains pèsent 130 tonnes. On a cru pendant des siècles que Sacsayhuaman était une forteresse, mais son plan et son architecture font maintenant plutôt penser à un grand sanctuaire consacré au soleil. Les murailles de Sacsayhuaman sont construites en forme de zigzag sur 3 niveaux. Ces murailles étaient l'enceinte extérieure d'un complexe de bâtiments qui fut rasé jusqu'au sol par les Espagnols
lors de la dernière révolte inca en 1536. On voit ici les fondations de la tour de Muyucmarca. Face aux murailles, la colline Suchuna a gardé elle aussi des vestiges incas, comme ses sièges taillés dans la roche. Sur la colline de Sacsayhuaman, les fouilles se poursuivent et les ouvriers dégagent de nouvelles terrasses incas. Régulièrement, de nouveaux objets sont découverts, comme ces tessons trouvés le matin même de notre visite. À l'est de Sacsayhuaman, les rochers de Kenko étaient pour les Incas un sanctuaire religieux. Cette pièce souterraine était creusée dans la roche. Son autel devait servir à des sacrifices humains ou animaux. Kenko signifie zigzag, comme la forme de ces canaux qui acheminaient la chicha ou le sang sacrificiel. Sur le haut des rochers, le site possédait un Intihuatana. C'était le lieu d'adoration au soleil, selon un rite lié au solstice. En continuant vers la vallée sacrée, nous voici à Pucapucara, la forteresse rouge. À la forme des bâtiments, on pense qu'il devait s'agir d'un petit fortin ou d'un relais de poste sur la route entre Cusco et Pisac. À quelques centaines de mètres, au fond de cette vallée, Tombomachay était un lieu de repos construit par l'Inca Tupac Yupanqui. La qualité de la construction, l'appareillage soigné de ces pierres, laisse penser que ce lieu n'était pas seulement dédié au bien-être de l'Inca. C'était peut-être une source sacrée, objet de cérémonie rituelle. C'est tout le mystère de la civilisation Inca qui n'a pas laissé de récit écrit de sa propre histoire. On parle parfois du sel de la terre. À Maras, les premières salines sont antérieures aux Incas. L'eau salée qui sort de la source est à 25 degrés. Elle alimente les bassins à travers de multiples canaux que l'on ouvre ou que l'on ferme selon les besoins. Par l'effet du soleil, l'eau s'évapore et les récolteurs prélèvent la fleur de sel à la surface des bassins. Au cœur de la vallée sacrée des Incas, les 4000 bassins des salines de Maras sont un spectacle inattendu.
Après avoir croisé de jeunes bergers, nous redescendons des hauts plateaux. La petite ville d'Urubamba, à 2900 mètres, est traversée par le fleuve du même nom qui irrigue la vallée sacrée. Le village d'Ollantaytambo a conservé de l'époque inca quelques fontaines de cérémonie. Mais le plus spectaculaire, ce sont les terrasses incas, ces immenses escaliers de pierre qui gravissent la montagne. Au sommet des terrasses, on parvient à la partie religieuse du site. Compte tenu de son inclinaison, ce long mur percé de 10 niches devait être la partie interne d'un temple. Le parfait appareillage des pierres, toujours réalisé sans mortier, a permis à ces constructions de résister aux tremblements de terre. Au sommet, le temple du soleil est constitué de 6 énormes blocs de porphyre étroitement ajustés. On y devine en bas-relief le chacana, un symbole religieux de l'époque inca. Au pied des terrasses, le village d'Ollantaytambo a conservé son plan inca.